débarqué dans ce beau milieu avec des idées plein les yeux. Naïveté d'une jeunesse qui allège nos grandes faiblesses, débarque sur le vieux radeau avec ses réformes encore sous l'eau. Trop loin du grand terrain, avec trop peu de moyens, encore travailler sans compter des métiers qui ne font plus rêver, s'engager par vocation, révolter de l'institution. Ce sont des métiers oubliés, des métiers de petits bas-côtés. Traverse au moins une fois la rue pour te rendre compte de ta cassure. Des travailleurs qui ne font pas fortune, mais qui pourtant décrochent la lune pour s'occuper des minorités, pour leur donner un champ de blé. Encore remplir les petits foyers. Bonjour à toutes et tous. Alors, le petit speech habituel à l'entrée des conférences, des films, etc. Toutes ces animations, conférences, vidéos, etc. sont gratuites, mais elles ont un coût, donc on compte sur votre générosité à la sortie pour nous aider à faire face aux frais qu'elles entraînent. Autre information d'importance, il y aura des dédicaces à 16h. Donc Mathieu Bellassane dédicacera ses livres à l'espace dédicace qui est à côté de l'espace enfant et de l'espace truc du monde. Alors, je vais pas faire un état des lieux. Bon, l'état des lieux, vous le connaissez, il s'étale maintenant en une de la presse, à la fois écrite et audiovisuelle. Hein. C'est à la fois le délitement des soins primaires, les déserts médicaux, la banalisation des dépassements d'honoraires qui conduisent parfois à des restes à charge très élevés pour les patients en ALD notamment, parce que les patients en ALD ne sont pas pris seulement en charge à 100% pour leur maladie chronique, ils ont aussi des affections, affections longue durée, ALD. Je vais essayer de ne pas jargonner. Voilà. Et donc ça peut se monter à des 10 000 € de reste à charge pour des personnes âgées. C'est aussi, si je fais le tableau du délitement, c'est le renchérissement des mutuelles, ce qu'on appelle les complémentaires santé, quand vous n'êtes pas en emploi, et notamment quand vous êtes retraité. Ça, c'est un petit cadeau de François Hollande avec l'accord national interprofessionnel, on va y venir. Et puis, c'est évidemment le délitement de l'hôpital public, dont j'estime que c'est trop tard. Voilà, donc pour bien vous gronder après déjeuner, je vais vous expliquer pourquoi c'est trop tard, c'est parce que les gens sont bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler à l'hôpital, vous savez, l'hôpital public a aujourd'hui l'image auprès des jeunes soignants, des jeunes générations, l'image d'un secteur comme le BTP ou l'hôtellerie-restauration. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire suivre le blues, ou la blouse, dans des conditions de travail dégradées, avec des situations de maltraitance. Donc les médecins s'en vont, les infirmières s'en vont, il y a du turnover, il y a de l'absentéisme, des fois 10% dans les centres hospitaliers universitaires, mais dans les hôpitaux ça monte à 10% aujourd'hui l'absentéisme. Et donc vous voyez bien le côté anthropique. Si les gens s'en vont ou sont en arrêt maladie, ceux qui restent supportent la charge du travail que les autres ne font plus, et donc ils finissent par lâcher prise. Et donc ça, pour restaurer l'image de l'hôpital public auprès de créer des vocations, et même si un gouvernement de gauche par bonheur sortait des élections législatives, ça sera une contrainte très forte. C'est-à-dire que, sauf à augmenter substantiellement les salaires, les revenus et pas l'aumône qui a été versée dans le Ségur de la santé, c'est 183 € qui ne sont qu'un rattrapage partiel de la perte de pouvoir d'achat liée au gel du point d'indice en 2010. Bon, ben, les gens vont continuer de partir ou ne viendront plus. Et donc il se trouve que la santé c'est une industrie de main-d'œuvre, si j'ose dire, un secteur de main-d'œuvre. Donc quand il n'y a plus de soignants, c'est assez compliqué. Et puis bon, bah, le médico-social, bon, vous avez vu le scandale des EHPAD. Donc ça nous met déjà sur une piste sur à qui profite le crime, mais qui est une situation effectivement de... Alors je laisserai Mathieu parler de la psychiatrie, parce que pour moi la psychiatrie a été une espèce de laboratoire de la casse du service public, qui est en train maintenant de s'étendre à l'ensemble du système de santé. Alors juste d'où je parle, ça c'est le tableau, donc ça vous connaissez de toute façon. Moi j'ai été... c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand j'entends tous les décideurs qui sont encore en place et qui sont responsables du fiasco
nous l'a joué, on découvre la crise. Si vous voulez, j'ai les sourcils dans les godasses, comme on dit. Et, ah ouais, vous découvrez la crise. Bon, alors je vais quand même vous expliquer d'où je parle, parce que moi, ça fait 15 ans que je fais des recherches empiriques. C'est peut-être ça qui me distingue des technocrates et des décideurs politiques dans les hôpitaux, par exemple. Et donc, j'ai bien vu l'eau monter dans les cales. Vous voyez, bon. Donc, on a écrit plein d'articles. Par ailleurs, avec mes copains André Grimaldi, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière, Didier Tabuteau, qui est aujourd'hui vice-président du Conseil d'État, François Bourdillon, qui était directeur général de Santé publique France. On a lancé dès 2010-2011 des manifestes, des tribunes, des pétitions, etc., pour alerter du fait que des gens renonçaient ou ne pouvaient plus avoir accès aux soins pour des raisons financières, tout simplement parce que l'offre de soins n'était plus suffisante. Et donc on a fait tous les journaux. Je pense que Le Monde, Le Parisien, et même Rocard qui a signé, c'est dire, etc., etc. Donc c'était une bonne chose. Non, je sais. Ouais, Hanouna, il fallait faire Hanouna, mais bon, j'ai encore un peu d'intimité, donc j'arrête. Quand j'en serai là, vraiment, ça sent le suicide. Bon, donc voilà, et les décideurs finalement balayaient ça d'un revers de main. J'ai quand même été orateur national santé de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Donc, notamment pour défendre le 100% sécu contre la place croissante des complémentaires santé dans le financement des dépenses de santé. Bon, voilà. Donc, ça avait commencé à prendre. Après, je vais essayer de ne pas vous désespérer Blancourt, comme on dit. Mais, donc, ce que je veux dire, j'ai publié plein de bouquins, etc. Bon, bref, je pense avoir tout tenté sur le plan de l'engagement en tant que chercheur, sur le plan civique, un chercheur engagé d'un point de vue civique, du point de vue de l'expert médiatique, du point de vue du chercheur engagé en politique, etc. Et quand même, jusqu'à 2019, on a quand même reçu, je veux dire, un grand silence, assourdissant, quand c'était pas pour nous démonter, quoi. Donc voilà, ce que je trouve un peu, ce que je veux dire juste ici, c'est que les responsables, parce que je connais bien les hauts fonctionnaires qui décident de tout ça, tous les responsables du fiasco actuel sont encore au pouvoir. D'accord ? Il faut être au clair. Quand ils ne sont pas barrés dans le privé. D'accord ? Mais ils sont encore au pouvoir. Donc découvrir que le système de santé menace ruine aujourd'hui et dire on va solutionner la crise, je sais pas, c'est Einstein qui disait on ne règle pas un problème avec les gens qui l'ont créé, enfin c'est un peu ça quand même, hein. C'est un peu le sujet. Donc, alors à qui profite le crime ? C'est ça, c'est-à-dire que la santé c'est comme la nature, elle a horreur du vide. Donc quand le service public se rétracte, que ce soit le service public de la sécurité sociale, du financement, si vous voulez, que ce soit le service public de la santé publique, et on a vu à quel point, au moment du Covid, ils ont découvert qu'il n'y avait plus de masques. François Bourdillon, qui était directeur général de Santé publique France, m'avait raconté au cours d'un dîner qu'il avait été médusé quand il avait trouvé les stocks de masques qui étaient plus d'élastique, il y avait des rats, etc. Bon, c'était plus entretenu depuis longtemps. Donc on avait une préparation contre les pandémies, parce qu'on savait que la pandémie allait arriver. La pandémie, on le savait qu'elle est arrivée, et pour le coup, pour des raisons étroitement budgétaires, on a baissé la garde, et donc on s'est retrouvé fort démunis quand l'épidémie est venue. Bon, évidemment, la crise de la médecine générale, les déserts médicaux, tout ça, c'était hautement prévisible. Hautement prévisible. Les dépassements d'honoraires, tout le monde le sait maintenant, vous voyez, bon, et puis l'hôpital, et puis le médico-social, etc. Alors à qui profite le crime ? Alors, il y a des opposants historiques au système de santé. Hystériques, c'est simple. Ils sont souvent hystériques d'ailleurs. Les opposants historiques, je veux dire, non, mais c'est toujours les mêmes. Et puis il y a les nouveaux, ce que j'appelle les nouveaux prédateurs. Bon. Alors les opposants historiques à la sécurité sociale et je dirais à la socialisation de la santé, en tout cas de l'offre de soins, il y en a au moins 3. Il y a d'abord la frange la plus réac de la médecine libérale, des syndicats de médecins libéraux, et notamment, je pense, moins aux généralistes qu'aux spécialistes libéraux, qui aujourd'hui n'ont plus, en quelque sorte, ne se sentent plus tenus de
je dirais, de collaborer avec, par exemple, la sécurité sociale. Voilà. Et donc on a une envolée, je l'ai dit, des dépassements d'honoraires qui, je le tiens à le dire, est le cancer de la solidarité face à la santé. D'accord ? C'est le cancer. Voilà. Bon, donc il y a les syndicats de médecins libéraux. Je rappelle qu'en France, je ne faut pas te faire de la peine, Mathieu. Mais historiquement, la profession médicale française s'est construite contre l'État et la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils ont édicté les tables de la loi de la médecine dite libérale, parce que c'est un peu une spécificité française, quand en 1927, c'est-à-dire entre les années 20 et les années 30, au moment où on commençait à discuter des premières assurances sociales obligatoires, c'est-à-dire des premiers projets de la sécurité sociale. Et si vous regardez les principes de la médecine libérale, c'est autant de problèmes pour notre système de santé. Liberté d'installation. Vous voyez, comme je dis souvent, les médecins sont gérontophiles et héliotropes. Ça suppose, ça implique des concentrations dans certaines zones, vous voyez lesquelles. Bon. Donc voilà. Donc il y a donc ils sont effectivement donc liberté d'installation, paiement à l'acte. On va discuter, mais c'est un vrai problème, le paiement à l'acte, notamment sur les inégalités de revenus entre spécialités médicales. C'est-à-dire que les spécialités souvent les plus utiles pour la santé publique, c'est les moins payées. Par contre, les spécialités comme la radiologie, je ne dis pas que c'est pas utile, hein, mais qui ont des machines à sous, eux, ils se font du pognon à qui mieux mieux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler des médecins en général. Il faut bien regarder que les psychiatres, par exemple, ils rament, les pédiatres, ils rament, les médecins généralistes, ils rament, mais il y en a plein derrière, hein, les ophtalmos. Hein, je vais faire qui eux, ça va. Hein, bon, ça va bien. Donc il y a donc le paiement à l'acte, secret médical, ça c'est nécessaire. La libre entente, c'est-à-dire la liberté de fixer ses honoraires à la gueule du patient, client, etc. Donc c'est autant de problèmes pour notre système de santé et vous allez voir de quoi je parle. Ensuite, vous avez une partie du patronat, pas toujours le patronat, mais le petit patronat, à cause des charges sociales, vous connaissez le discours, les charges sociales, donc les cotisations sociales, le salaire, salaire socialisé, dirait Bernard Friot, voilà, on ne supportera pas, ça va nous plomber notre petit commerce, la boutique en général, et puis des gens que j'aime beaucoup. Les mutualistes, la mutualité. La mutualité française est vraiment un fléau pour notre système de santé. Elle fut très utile avant la création de la sécurité sociale. Elle fut très utile lorsqu'elle s'est ralliée à la sécurité sociale à partir des années 60 sous l'effet de la montée en puissance des mutuelles de fonctionnaires. Mais depuis les années 90, la mutualité est l'allié objectif des assureurs. Et elle est le déploiement du phoné de la logique assurantielle, c'est-à-dire la tarification au risque, à l'âge, aux charges de famille, dans le système de santé. Ils sont dangereux, la mutualité française. Je parle. Alors d'abord parce que j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui la mutualité française est tenue par des enseignants venus de la NGEN. Donc c'est vous dire qu'il y a eu un grand saut, un grand retournement de veste vis-à-vis de la sécurité sociale avec le mouvement mutualiste, et aujourd'hui ils sont les alliés objectifs des assureurs. Quand je dis objectif, même subjectif, parce qu'ils m'ont dit oui, nous maintenant on veut sécuriser le marché de l'assurance maladie complémentaire, contre notamment, c'est pour ça que je me suis Philippe Renbig, contre le 100% sécu. Bon. Et ils sont très méchants. Alors à E3, par exemple, vous avez vu, moi je l'ai vu, ces opposants historiques ont été très présents, on les a vus revenir au moment du projet de Grande Sécu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, hein, c'était Véran, le conseil d'assurance maladie, tout ça, déjà Véran qui parle de Grande Sécu, c'était marrant. Bon, ils ont repris la planification écologique, ils peuvent tout recycler, Bon, mais à l'époque, on était Venezuela sans le soleil. Hein. Quand on disait 100% sécu, planification écologique, c'était Venezuela sans le soleil. Maintenant, Véran qui dit il n'est plus là, il nous a quittés. Il s'est roulé au pied de Macron pour avoir son petit marocain, pathétique. Bon. Donc voilà. Et donc on a vu objectivement quand le projet de Grande Sécu est arrivé dans l'actualité, vous avez vu la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, vous avez vu la mutualité, vous avez vu les assureurs, vous avez vu une partie du patronat, comme en 45, pas comme en 40, mais comme en 45, s'opposer, je dirais, à la socialisation du risque maladie. Voilà. Alors, les nouveaux, c'est ça, là, on connaît, les nouveaux prédateurs.
Alors il y en a qu'on n'a pas... alors il y a effectivement... Bon, je vais passer sur l'industrie pharmaceutique, bien que je tiens à vous dire que je suis à la Haute Autorité de Santé, dans une commission d'évaluation médico-économique. Comment vous dire, ces gens vont faire sauter la banque. Ils vont faire sauter la banque. Aujourd'hui, le prix des innovations privées thérapeutiques est en train de s'envoler. Je vous raconte une anecdote. J'arrive, moi je suis nommé à la commission en septembre. Donc je commence à voir passer des chiffres. Alors, vous voyez, j'étais le profane, hein, le petit dernier. Je pense 80 000, 90 000 euros par colis, c'est-à-dire par qualité de vie gagnée, bref, par année de vie gagnée en termes de qualité. Donc je ne rentre pas dans la technique. Je dis c'est beaucoup quand même. Bon, tous les problèmes sont résolus. Donc. Bon, on va y revenir. Je vous passe la parole. Oui. Donc, je voulais m'excuser, mais au contraire de Frédéric, je vais lire, parce que je viens un peu au dernier moment, et du coup, j'ai dû préparer ça, voilà, sur des choses en plus que je ne maîtrise pas totalement, puisque je représente deux collectifs. Donc, un collectif de professionnels, et je ne suis pas du tout professionnelle, et un collectif de parents, et là, par contre, je suis très parent. Donc, en tant que parent, je vais d'abord vous donner quelques chiffres et puis témoignages sur la situation. Sur le bassin annécien, 4 ans d'attente pour un adulte autiste pour être accompagné. 1 an d'attente pour accompagner des enfants en détresse. Une liste d'attente de 70 personnes pour une place en foyer d'accueil médicalisé pour adultes en situation de handicap mental et de 45 personnes pour un foyer de vie, soit plus de 10 ans d'attente. 6 mois à 2 ans d'attente pour une place en centre d'hébergement et en réinsertion sociale. Des usagers ne bénéficiant plus d'un accompagnement ou même renvoyés dans leur famille. Des professionnels épuisés, surmenés, en arrêt maladie, burn-out ou qui démissionnent. Des remplaçants non qualifiés en turnover important. Et plus précisément, Thonon-les-Bains, fermeture au 31 mars de l'accueil de jour La Passerelle accueillant des personnes en grande précarité et pauvreté. Annemasse, IME La Clé des Champs, fermeture partielle de la structure, réduisant le nombre d'enfants handicapés accueillis d'une 40aine à une 30aine. Épanou, faute de personnel suffisant, 150 familles en Haute-Savoie ont été obligées de récupérer leurs enfants à domicile. Si la Haute-Savoie pâtit d'un coût de vie élevé et d'un manque d'attractivité accentué du fait de la proximité avec la Suisse, partout les voyants sont au rouge. C'est un bond de 60 ans en arrière. Actuellement, même les zones rurales telles que le Périgord, épargnées jusqu'à présent, subissent le même phénomène. Dans les Hauts-de-Seine, faute de personnel, des familles commencent aussi à accueillir leurs proches en situation de handicap. En Loire-Atlantique, l'ADAPI 44 lance un appel au bénévolat pour encadrer certaines activités. À Nantes, des aidants retraités organisent des tournées pour aller nourrir des personnes en situation de handicap. L'irrespect des droits fondamentaux est dénoncé, mais non entendu. César Autisme Rhône-Alpes, qui gère 10 établissements sur Lyon, ont écrit le 19 octobre 2020 à Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel. Le Femmes du Vallon, 33 résidents, il manque 22 postes sur 37. À mi-octobre, 180 événements indésirables de type comportemental, dont 29 d'auto-agressivité et 105 violences physiques. 99 blessures de professionnels. Réponse des autorités tarifaires alertées. Le plan bleu. Il ne s'agit plus de travailler sur le plan bleu, mais de le mettre désormais en application. Ouais. Des résidents vont être envoyés en famille, pour ceux qui en ont une. Mais est-ce Marius qui va devoir repartir chez sa mère âgée de 80 ans et dont la santé décline? Ou Marie dont les parents ont disparu depuis longtemps qui va devoir rejoindre sa sœur Liliane qui n'a pas la place ni la capacité de l'accompagner? Odinéo, un établissement sur Lyon recevant des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Un courrier à Sophie Cluzel du 18 octobre 2021 dénonce 100 postes CDI, d'aides-soignants, AMP, AES, infirmiers, moniteurs, éducateurs à pourvoir. Des remplaçants non diplômés succèdent aux remplaçants non diplômés. Un incident grave. Une aide-soignante titulaire a décelé chez un résident une plaie ouverte remplie d'asticots qui n'avait pas été soignée. D'un professionnel dans un article Ouest France du 7 décembre 2021. L'inclusion. Voilà un terme magnifique que la loi impose depuis 2002, en théorie. La réalité est bien loin de cette théorie.
Certains jeunes n'ont pas accès à la scolarité en milieu ordinaire pour plusieurs raisons. Locaux inaccessibles, pas d'AVS, pas de personnel formé, une société non préparée, rejet de la différence et notamment du handicap. Nous avons travaillé en plateforme de service avec 2 autres structures. La finalité de la plateforme, faire des économies. Ce n'est peut-être pas un hasard si beaucoup de familles vont jusqu'en Belgique pour que leur enfant soit accompagné en structure, alors que nous, en France, on les détruit. Un autre professionnel exprime la nécessité d'unir les familles aux demandes des professionnels. Dans la réalité, et pour avoir en tant que parent moi-même essayé dans la vallée de l'Arve, il est très difficile, 1, de communiquer avec les familles, les centres spécialisés étant des lieux généralement fermés, et même en tant qu'élu au CVS du foyer. 2, de communiquer avec les associations dirigeantes, bien que l'UNAPI et l'UGATO dénoncent eux aussi la gravité de la situation. Les associations locales restent fébriles et réservées. Les professionnels et les parents, pour diverses raisons, semblent craindre de s'investir eux aussi dans la dénonciation de ces problèmes qui pourtant les concernent directement. Les causes, donc, nous avons vu avec Frédéric un grand résumé, moi je voulais vous faire un rapide résumé de l'historique. Déjà les années 80 qui signent l'entrée dans un processus de rationalisation budgétaire. Dans le médical, progressivement, la standardisation des soins qui conduit à la création d'un coût moyen de revient et de durée moyenne de séjour permettant 22 ans plus tard, en 2005, que les établissements hospitaliers passent d'un financement en budget global à une tarification à l'activité. 1991, une loi instaure la carte sanitaire et fixe le volume de l'offre de soins en introduisant la notion de performance hospitalière. 1997, création des agences régionales de l'hospitalisation. En 2009, ces ARH deviennent ARS, agences régionales de santé, qui sont des relais des politiques gouvernementales organisant la politique de santé dans les régions. Une gigantesque et machiavélique toile d'araignée est patiemment tissée par les pouvoirs publics pour convaincre que la solution, seule et unique, éthique et humainement acceptable, serait pour nos enfants l'inclusion totale et entière dans la société ordinaire. Cette toile s'appelle Séraphin PH, Communauté 360, PCPE, Pôle de compétences et de prestations externalisées. Autant de dispositifs que de moyens mis en œuvre pour aller vers le tout domiciliaire, le tout inclusif, le tout moins cher en résumé. Cela se traduit dans les faits par des prises en charge partielles de quelques heures hebdomadaires, accompagnement au quotidien des adultes vulnérables par leurs proches, retour des personnes handicapées au domicile parental. Un congé financé au SMIC pour les aidants familiaux a été voté à l'unanimité par les députés en 2020 et présenté comme une avancée sociale. L'individu citoyen est sommé d'assurer le travail précédemment effectué par les équipes pluriprofessionnelles et la collectivité, et cela de l'enfance à la sénescence, les parents et les proches devenant des aidants familiaux. Pour les établissements, la mise en place d'une nouvelle tarification, Séraphin PH, devient la modalité tarifaire à partir de 2024. Me semble-t-il, le département de Haute-Savoie va être un laboratoire pour cette mise en place. Du concept de prise en charge, on passe au concept de prestation, comme on est passé dans le sanitaire du concept de soins à celui de rétablissement. La transformation de l'offre médico-sociale n'est pas pensée comme une alternative, mais comme l'unique solution par les pouvoirs publics, excluant tout choix de fait de la part des personnes concernées. En résumé, on n'a jamais vu telle casse de ce secteur, une telle remise en cause des institutions sociales et médico-sociales, institutions qui, pendant des décennies, sans jamais avoir de moyens suffisants, ont répondu aux attentes des personnes porteuses de handicap. Ce projet menace directement l'existence des établissements de santé, du médico-social, une centration des dispositifs et des prestations sur leur parcours de la personne âgée ou de la personne handicapée ou âgée, avec renvoi ou maintien au domicile de cette dernière au nom de l'inclusion, signifiant donc la fermeture progressive des institutions et la transformation des pratiques des professionnels. Déjà, l'environnement montre des signes de changement. Les professionnels démissionnent et s'installent en travailleurs indépendants. Les ESAT quittent leur statut d'établissement où le travailleur était protégé pour revêtir celui d'entreprise performante, supprimant là aussi les activités non assez lucratives, mettant des travailleurs handicapés au chômage.
Alors bien sûr, ces changements ont un coût. Près de 30 millions d'euros depuis 2020 ont été mis en œuvre pour ces réformes. À cela s'ajoutent 10 millions d'euros de frais de fonctionnement par an. Ces crédits sont utilisés de manière subsidiaire ou en avance de phase pour accélérer la mise en œuvre des solutions dans le droit commun ou dans le cadre d'une solution mixte droit commun, accompagnement médico-social et ou sanitaire. Les crédits ne peuvent financer d'une manière pérenne l'attente d'une solution en établissement social ou médico-social. Une question, combien ces millions d'euros auraient-ils permis de création de postes dans les établissements ou d'augmentation de la valeur du point pour les professionnels? Pour contrer les arguments de cette désorganisation, un exemple, la Suède. On nous vante pour nous faire accepter ce changement les autres pays européens qui ont désinstitutionnalisé, les personnes handicapées depuis plus ou moins longtemps, notamment la Suède. Nathalie Goursola, consultante en éducation à Salange et de par sa formation très informée sur ce qui se passe en Suède, nous écrit « Les services publics suédois payent des entreprises privées pour s'occuper des maisons de retraite, des personnes handicapées et également des écoles. C'est le seul pays d'Europe qui a des groupes cotés en bourse qui gèrent des écoles au détriment de la qualité de l'air. Le handicap relève de la sécurité sociale ou de la commune où l'on habite. Et comme les communes doivent équilibrer leur budget, elles décident aussi, assez arbitrairement, de ce qui relève du rôle de la famille. Le modèle social suédois n'est définitivement plus celui des années 70. Les sous des contribuables sont allègrement distribués aux entreprises privées qui font bien évidemment du profit. Il existe aussi des foyers d'hébergement ou des institutions comme en France, mais là encore, c'est privé et les moyens pêchent. C'est donc ce vers quoi nous allons en France. Moins d'aide publique, plus de financement privé, payé par les familles, moins d'argent public vers des structures ou les associations, plus d'argent public distribué au privé qui proposerait des accompagnements en lieu et place de l'État. Au bout de la chaîne, les familles. Avec là aussi bien des témoignages, et au hasard, je vous propose le mien, si j'arrive au bout. Maïté, petite bonne femme de 1m35, mais au tempérament affirmé et à la joie de vivre évidente, a la chance d'être accueillie chaque jour en service d'accueil de jour, ou avec l'accompagnement de professionnels passionnés et passionnants. Elle a de multiples activités qui constituent le centre de ses joies de vivre, mais aussi le centre de ses liens d'amitié ou amoureux. Son désir exprimé, car nos personnes handicapées savent exprimer ce qui leur semble bon pour elles, bien que les politiques n'aient encore jamais pensé à leur poser la question. Pouvoir intégrer le foyer de vie afin de se sentir sans doute aussi indépendante de ses parents que le sont ses frères et sœurs. Et sa joie exprimée lorsqu'elle a la possibilité de pouvoir y dormir quelques nuits en accueil temporaire. Mais les places manquent, les structures manquent, cette situation est fragile. Déjà, les quelques-uns qui ont quitté le service d'accueil de jour pour intégrer une autre structure ou le foyer de vie en internat ont été remplacés par des temps partiels, ce qui n'est satisfaisant ni pour les personnes ainsi accueillies, qui ne peuvent avoir un suivi et des repères dans l'espace-temps correspondant à une progression et une évolution vers toujours plus de savoir, de pouvoir, d'autonomie, ni pour les familles dont personne ne se demande comment elles s'organisent ou si elles peuvent continuer à travailler. Être maman au foyer pour s'occuper des enfants qui en ont plus besoin que d'autres, c'est un investissement personnel et physique total, un investissement d'amour. Un enfant handicapé, c'est beaucoup d'heures de maman qui peuvent lui diminuer sa capacité en temps de travail, voire l'empêcher totalement de travailler. La réglementation du travail nous octroie un trimestre supplémentaire par période de 2 ans et demi d'éducation de l'enfant, dans la limite de 8 trimestres, ce qui correspond à 2 ans. Mais c'est notre enfant pour la vie. Le congé de proche aidant, maximum 3 mois et 1 an sur toute une carrière. Je vous laisse imaginer nos retraites, mais ce n'est pas le sujet du moment. Ce constat aujourd'hui, c'est pour exprimer de manière forte que même si nous, parents, leur apportons des montagnes d'amour et de temps, nous avons besoin de l'aide que les professionnels et les structures peuvent apporter dans l'éducation de la petite enfance, puis dans leur préparation à leur vie d'adulte, et dans cet accompagnement de leur état d'adulte. Nous avons besoin de tout ce que nous ne pouvons faire, nous, en tant que simples parents.
qu'en France, au XXIe siècle, des services IME ferment, renvoyant les enfants de leur famille, les privant par là même de l'éducation à laquelle ils ont droit comme tout enfant citoyen et au risque de les voir régresser alors qu'en France l'éducation est obligatoire. Il est inacceptable que les structures soient en nombre insuffisant pour accueillir les adultes pouvant travailler, déplaçant ainsi le problème d'insuffisance sur les foyers de vie en internat ou externat, structures qui donc ne peuvent accéder aux besoins de ce grand nombre d'adultes handicapés. La solution trouvée par les ARS, le temps partiel, pour des personnes n'ayant pas de repère dans le temps et qui, de surcroît, ont besoin de beaucoup de sollicitations quotidiennes. Il est inacceptable que des parents devant faire face à leurs propres soucis de santé, mais aussi aux angoisses liées à leur départ de la vie, face à l'avenir de leurs enfants, doivent encore assumer les soins à leurs proches handicapés malgré leur âge avancé. En conclusion, les droits. Le droit pour tout enfant en situation de fragilité de recevoir un accompagnement en relation avec sa situation. Le droit des enfants handicapés d'avoir des structures et du personnel formés à leurs différences pour les faire évoluer et grandir. Le droit des adultes handicapés pouvant travailler de pouvoir trouver une place en ESAT avec des professionnels pouvant les accompagner sur le monde du travail en fonction de leurs aptitudes et différences. Le droit des adultes trop handicapés pour travailler de pouvoir accéder à des activités et une vie sociale remplie d'amitié ou de vie amoureuse, indépendante de leurs parents. Je ne connais pas beaucoup d'ados qui ne souhaitent pas un jour quitter le nid familial pour voler de leurs propres ailes. Il en est de même pour les jeunes handicapés. Et le droit des adultes vieillissants aussi, de trouver une place dans des structures adaptées à leurs différences et aux problématiques nouvelles de leur vieillissement. Et pour tout cela, il faut plus encore de professionnels pour nous aider, nous parents, à ce que leur chemin de vie soit le meilleur possible, comme tout citoyen, et plus encore de structures pour les accueillir et leur offrir des lieux de travail adaptés aux multiples formes que prennent leurs activités. Il est clair que dans le contexte actuel en France et à l'international, il est facile de faire oublier tous ces droits et tous ces besoins à la population, voire même d'avoir une excellente excuse pour ne pas s'en préoccuper. J'ai parlé pour les parents, mais aussi pour Maïté et tous ses camarades qui ne peuvent le faire. Le monde du handicap est un vrai apprentissage de l'humanité. Et j'invite les politiques d'en haut à connaître ces personnes qu'on globalise dans ce terme jugé négatif de handicapés et qui, outre les défis de créativité qu'ils nous lancent chaque jour, à nous qui les accompagnons, sont une mine d'amour, mais aussi d'humour au quotidien. Et pour être aussi drôles qu'ils peuvent l'être avec esprit, j'ai honte de devoir parler à leur place. Pour plusieurs choses. D'abord pour remettre ce qui, à mon avis, est un combat politique qui est devant nous, c'est la question de l'affect. C'est-à-dire que nos luttes, elles doivent se faire à partir de comment on est affecté par les choses. Comment on est affecté de nos différents observatoires, que ce soit de parents, que ce soit de patients, que ce soit de professionnels, que ce soit de tout ensemble, parce qu'on peut aussi tout être. Et je crois que ça, c'est aussi une posture, alors qu'on ne choisit pas parce qu'elle est comme ça, mais qui est transformatrice, parce que c'est une posture de sensibilité. Et je crois que face aux criminels froids et insensibles avec leur sourire Colgate, cette affectivité-là, elle nous transforme. Voilà. Enfin, bon, moi j'ai été très ému parce que vous disiez, parce que je crois que les luttes aussi qui sont à venir, c'est des luttes qui se font avec et à partir des premiers concernés. C'est pas des luttes qui se font en leur nom, mais des luttes qui se font à partir de leurs paroles contraires, de leurs paroles contrariées, de leurs gestes contrariés, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ne parlent pas. Et je crois que ça, c'est un des... Alors, bon, moi, en tant que psychiatre, je me réfère beaucoup à la psychothérapie institutionnelle, qui était un mouvement qui est né au moment de la guerre d'Espagne et au moment de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était de dire que finalement, les personnes en soins, qui sont dans l'activité de soigner et de se soigner, ont une parole qui est tout le temps valable, quoi qu'il arrive, qu'elles parlent pas, et que ces personnes ont des droits, comme toutes et tous, et que c'est à partir de là qu'il faut instituer nos dispositifs de soins.
Ça, il y a 3 ans, ici, au Glières, mais j'avais été au débat animé notamment par les Pinel en lutte, qui étaient des infirmières et aides-soignantes de l'hôpital d'Amiens, qui avaient fait 120 jours de grève, 90 nuits, qui avaient investi le rond-point devant l'hôpital. Il y avait aussi les copains de l'association UMAPSI, qui sont des psychiatrisés, qui, dans cette association, s'est créée à partir d'un lieu de psychothérapie institutionnelle. Et en fait, ce qui a émergé de radicalement nouveau dans les luttes depuis 5 à 10 ans, c'est que les gens de différents observatoires se parlent et pensent ensemble qu'est-ce qu'ils veulent concrètement et font ensemble dans les lieux qui permettent que les liens humains puissent être transformateurs. Alors, il y aura une discussion, peut-être que Lauriane, tu pourras parler de ce que vous avez bricolé autour de l'inclusion, parce qu'il y a des grands thèmes comme ça, l'inclusion, la déstigmatisation, qui en fait sont, c'est Lauriane Bellassène qui le dit mieux que moi, ce sont des exclusions de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on somme les gens à se comporter tels qu'on veut qu'ils soient, mais pas tels qu'ils sont, mais tels qu'on veut qu'ils soient. Et ça, c'est ce qu'on appelle le validisme, en fait. C'est-à-dire qu'on a une pensée valide, et on demande à ceux qui sont plus ou moins en difficulté, plus ou moins fracassés dans leur existence, dans leur corps, de se plier à la norme. Bon, alors je crois que ça, c'est les mots que me font penser votre intervention, et ce que vous dites à la fin sur la colère nécessaire. Là aussi, je crois que en ce moment, quand on s'énerve, quand on se met en colère, c'est mal vu, parce qu'on perd ses moyens. Et je crois que justement, la colère aussi, elle est transformatrice. Quand la perversion organise le lien social, et j'en ai plein d'exemples, alors en psychiatrie, je ne vous raconte pas, petit exemple comme ça, il y a eu les assises de la santé mentale, les assises macronistes en septembre dernier. Donc c'était pour essayer de repenser, alors pas la psychiatrie, mais la santé mentale du futur, ce que disait Frédéric, la santé mentale connectée. Parce qu'en fait, c'est pas juste on privatise, c'est pas ça maintenant. Le nouveau truc, c'est qu'en plus on crée des marchés, c'est ce que tu as dit sur les startups. C'est-à-dire que les services publics sont là pour créer de nouveaux marchés pour le privé. C'est ça le pas supplémentaire de ces 10 dernières années. Ben alors de ces assises, figurez-vous qu'il y a eu 3 choses hyper importantes et structurantes pour la psychiatrie asilaire et carcérale qui nous est promise et qui n'ont pas été abordées pendant ces assises. La première, c'est que, vous savez, le gouvernement, je vais dire actuel, c'est le même, précédent, s'est fait retoquer 2 fois au Conseil constitutionnel, 2 années de suite, par rapport à la réforme d'isolement et à la contention. Je vous passe les détails, mais toute mesure privative grave de liberté, comme sont le fait d'attacher quelqu'un ou d'enfermer quelqu'un, le juge des libertés doit intervenir. Ils s'en foutaient pas mal, le gouvernement. Ils ont passé un petit article dans le plan de loi de financement de la sécurité sociale, l'air de rien, sans débat avec les patients, les professionnels des familles. Ils se sont fait retoquer 2 fois par le Conseil constitutionnel qui a dit non, ça va pas. Ils n'en ont pas parlé pendant les assises macronistes. Il n'y avait pas besoin de parler de la réalité, c'est-à-dire que la contention financière dont parle Frédéric, ça se traduit concrètement par une contention physique des gens. Contention physique dans les EHPAD, il y a plusieurs moyens de faire des contentions physiques dans les EHPAD. Il y a d'attacher quelqu'un à un siège, de lui mettre un pyjama d'une certaine façon, etc. Il y a ces contentions qu'on entend aussi dans le médico-social, qui ne sont même pas considérées comme étant des contentions. Il y a les contentions aux urgences, en psychiatrie, etc. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé non plus de la réforme d'irresponsabilité pénale. Vous savez quand même que, au moment de la Révolution française, on ne jugeait pas les fous, parce que seuls les citoyens raisonnables étaient en capacité d'être jugés puisqu'ils étaient reconnus comme doués de raison. Eh bien, on est revenu progressivement là-dessus, et encore plus là, puisque maintenant, si quelqu'un prend du shit et commet un acte pénalement répréhensible et psychiatrisé, on peut dire que finalement, il peut être jugé et que l'altération de l'abolition de son jugement n'est pas suffisante puisqu'il pouvait ne pas prendre du shit ou tel truc. Voilà. Et pire, dans les motifs du décret qui est paru il y a 3-4 semaines, avant même que Véran fasse ses valises du ministère, ils ont dit voilà, que les personnes psychiatrisées qui ne prennent pas de traitement, qui arrêtent leur traitement, on peut considérer ça comme une levée de l'irresponsabilité pénale.
Alors, il y a eu pour une fois, toutes les associations, même les plus réacs de professionnels, se sont soulevés en disant que ça fait partie de la maladie de ne pas vouloir prendre son traitement à un certain moment quand même. Et donc c'est pénalisé et criminalisé 2 fois. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, et ça revient à ce que vous le disiez avec Séraphin PH et ce que disait Frédéric par rapport à la tarification de l'activité, figurez-vous, vous savez, il y a eu un truc qui s'appelait le Covid. Vous vous rappelez ? Bon, vous vous rappelez qu'au début, les soignants se sont dit « Ah, c'est génial, on a retrouvé des marges de manœuvre, enfin !» On a réussi à inféoder ces putains de directions et ces putains d'ARS à l'objet et le sujet même de notre travail, c'est-à-dire les soins aux patients. Bon, ça c'était la parenthèse dorée qui a duré 2-3 semaines, on peut dire, entre mi-mars et début mi-avril. Bon. Eh bien, figurez-vous, alors il y a eu 2 choses. La première, c'est qu'ils avaient commencé en psychiatrie à se dire bon, en fait, la T2A c'est bien. Donc, on va faire la tarification de compartiment, on ne va pas l'appeler la tarification à l'activité, mais par compartiment. Donc, on va mettre la T2A en place en psychiatrie et en pédopsychiatrie. Quand je dis psychiatrie, c'est... Comment ? Alors, la T2A, c'est la tarification de l'activité. C'est ce que vient de rappeler Frédéric, sur le fait qu'en fait, les soins sont segmentés de manière très précise. Par exemple, si... vous opérez quelqu'un la cataracte, bon bah voilà, il va y avoir la consultation anesthésiste, il va y avoir tel produit utilisé, il va y avoir tant de temps d'hospitalisation, et tout va être découpé en actes, d'accord ? Ça c'était le cas dans la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, depuis Douste Blazy, c'était 2003, c'est ça ? Et ça s'est mis en place en 2009 ? 2008. Bon, et c'est ce qui a détruit l'hôpital public, notamment parce que plutôt que de soigner les gens, les équipes ont commencé, les hôpitaux ont commencé à se dire quels sont les soins les plus rentables. Il vaut mieux couper la jambe d'un diabétique que de la soigner ou faire de la prévention, etc., etc. Donc, si vous voulez, la contention financière a transformé les pratiques de soins. Vous voyez ? Donc, et d'ailleurs, les cabinets de conseil, pour la petite histoire, c'est marrant, parce que pour tarifer l'activité, il faut bien coder dans l'ordinateur tout ce que vous faites. Donc, plus vous codez, plus vous avez ce fric. Mais plus vous codez, plus ça fait de temps pris, plus vous avez de temps pris par l'ordinateur, moins vous avez de temps auprès des patients. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, on va faire appel à des cabinets externalisés, privés, qui vont venir coder, optimiser. Voilà. Et donc, là aussi, on crée un marché qui est celui du codage, de l'optimisation du codage, pour sucrer du fric à la sécu quand même. C'est ça en fait l'enjeu. Donc bon. Alors, donc tout ça, les professionnels de l'hôpital public, avec le collectif interhôpitaux, avant le collectif interurgence, etc., on dit c'est plus possible, ça suffit. Il y a eu le Covid. On a rajouté une louche. Dans le même temps, alors une petite histoire, le 1er avril 2020, donc moi j'étais chef de pôle d'un secteur de psychiatrie, je reçois un mail de Aurélien Rousseau. Ah, ça vous dit quelque chose, voilà. C'était le DG de l'ARS à l'époque. Vous savez, celui qui, au moment où Notre-Dame a cramé et que tout le monde a été contaminé au plomb, non, c'était pas grave, le nuage de fumée était passé à côté. Bon. Eh ben, Aurélien Rousseau m'a envoyé à moi et à tous les médecins et tous les directeurs des hôpitaux, etc., un petit mail pour nous remercier de notre engagement au moment du Covid. Alors, on était le 1er avril 2020, donc ça faisait 2 semaines que la France était confinée. Le même jour, la Caisse des dépôts et consignations publie un rapport disant en fait, il faut continuer les partenariats publics-privés, la privatisation de l'hôpital, transformer les hôpitaux en soins très aigus et l'hôtellerie, la mettre dans des hôtels à l'extérieur de l'hôpital. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est que 24 heures sur 24, les patients soient là. Donc il vaut mieux qu'ils payent leur hôtel à côté, un peu médicalisé, puis c'est tout. Bon. Donc ça montrait, et ce que Barbara Stickler explique là, dans ses petits tracts, et ce que explique aussi Frédéric, c'est-à-dire que la pandémie de Covid a renforcé les pratiques néolibérales, quoi. Ça ne les a pas du tout tranquillisées, ça les a renforcées. Bon. Et ben, en psychiatrie, donc, à partir du 1er janvier 2022, s'applique l'équivalent de la tarification de l'activité. Voilà. Et bien entendu, pendant les assises macronistes de septembre 2021, nous n'en avons pas parlé. Enfin, ils n'en ont pas parlé, parce que moi, j'étais absolument dans les opposants
contre ce Raoult. Et d'ailleurs, avec le printemps de la psychiatrie, on a organisé les assises du soin psychique à la Bourse du Travail à Paris, là, il y a quelques mois, au mois de mars 2022. Bon, tout ça pour dire, moi je crois qu'au niveau de la question des luttes, il faut tranquillement se poser la question de notre démocratie sanitaire, la démocratie de chiottes actuelle, c'est ça, démocratie sanitaire en fait. D'ailleurs, il n'y a qu'un toilette à côté, c'est pas beaucoup. Je n'ai pas pu l'épicer, donc bon, c'est pas grave, je vais me retenir. Cette démocratie de chiottes, elle rejoint exactement le combat des Gilets jaunes initial qui était de quelle démocratie on parle au niveau de la représentativité. Alors je vais vous parler de 2 exemples de qu'est-ce qu'il nous faut penser en termes de représentativité. Je crois que ce que vous avez dit, témoignage sensible, c'est comment les personnes usagères des lieux peuvent s'occuper politiquement des lieux dans lesquels elles sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'être représenté par les représentants d'usagers ou par les représentants de famille. Je vais vous donner un petit exemple de ça. Dans mon hosto, quand le Covid est arrivé, l'hôpital s'est transformé en camp d'enfermement. Tous les patients hospitalisés étaient enfermés pendant 14 jours s'ils étaient Covid+, sous prétexte d'isolement sanitaire. En fait, ils étaient en isolement psychiatrique, ce qui est illégal. On ne peut pas enfermer quelqu'un s'il n'a pas un trouble psychiatrique. Tous les patients hospitalisés pour des troubles psychiatriques, mais qui pouvaient consentir à des soins somatiques, se sont trouvés bouclés. Bon, donc j'ai dénoncé ça auprès du CGLTL. Figurez-vous que le représentant de l'association des familles des patients, des familles, pas des patients, des familles des patients, a dit on a eu le Covid, on n'avait pas en plus besoin d'une descente du CGLPL. Le CGLPL, c'est le contrôleur général des lieux de privation de liberté. À l'époque, c'était Adeline Hazan, qui est venue dans l'hôpital pour dire qu'il y avait des pratiques maltraitantes, indignes, arbitraires, et elle les a dénoncées officiellement au journal officiel, etc. Bref. Donc, quand vous avez des représentants qui luttent contre l'émancipation des premiers concernés, attention à qui vous représente. Pareil pour les associations d'usagers. Parce que là aussi, la démocratie sanitaire, les associations, les grandes associations, elles tirent une partie des subsides aussi de l'État. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut voir comment on peut investir les lieux. Et moi, j'engage les gens là, sur la modalité des collectifs de défense, des hôpitaux, des maternités, etc. Il faut s'inviter dans les conseils de surveillance. Il faut s'inviter concrètement dans ces lieux-là. Parce qu'en fait, les lieux, enfin les hôpitaux, mais les lieux de soins de manière générale, les lieux de santé, en fait, c'est vos lieux. C'est nos lieux à toutes et tous. Donc il ne faut pas se contenter d'aller juste en manif ou de faire une grève une fois de temps en temps. Il faut concrètement mener des luttes localisées dans le temps, quoi. Je crois que ça, c'est un élément hyper important. C'est-à-dire de comment on réinstitue des contre-pouvoirs là où actuellement, il n'y a plus de contre-pouvoirs. Vous savez bien, là, Frédéric racontait 2019 où a commencé à apparaître de manière visible les grèves dans les EHPAD, ça a commencé comme ça, les grèves dans les HP, hôpital psychiatrique, les grèves de la faim, du Rouvray, les Pinel en lutte, les Perchés du Havre, etc., etc. Il y a eu énormément de flambées de lutte. Après, le collectif interurgence, ça n'avait jamais été fait. Et c'était fait sur quoi les revendications initiales ? C'était pas fait sur des histoires de salaire, c'était fait sur des histoires d'indignité de conditions d'accueil des patients, de toutes et tous. C'était ça les mobilisations initiales. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que tout ça, ça crée des sillons dans les strates de notre lien social, et ces sillons-là, ils vont ressurgir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ce qui s'est passé avec tous ces mouvements-là, etc., ça n'a rien fait et ça ne va rien faire. Moi, je crois qu'il y a un devenir qu'on doit pousser absolument là où on est les uns les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir se relier, bien entendu, et je pense que voilà, les rassemblements comme ici sont extrêmement importants pour comment se rencontrer, comment aussi être sensible aux uns aux autres, comment s'altérer réciproquement. Je crois que c'est ça les choses à venir. Et donc, reprendre le pouvoir concrètement, localement et de manière localisée. Alors ça, c'est un terme de Jérôme Bachet, dans un petit bouquin qui s'appelle Basculement, qui est assez intéressant parce que on entend souvent la question du local, du global, cette opposition, cette articulation.
En fait, les structures, les infra et les suprastructures néolibérales, elles nous colonisent toutes et tous tout le temps, quoi. Donc il faut à la fois dégager des marges de manœuvre à l'intérieur de soi-même, et puis avec les petits copains au plus proche, et puis ceux au plus loin, quoi. C'est-à-dire faire des circulations comme ça, et ne pas se laisser avoir par ce que on a entendu là, c'est la question des perversions, notamment des mots et des pratiques. Je crois qu'il faut avoir en tête une sorte de glossaire de tous ces mots renversés, permanents. L'inclusion, c'est un mot renversé. C'est-à-dire de quelle inclusion on parle? On parle d'une inclusion néolibérale actuellement, c'est-à-dire voilà, on se comporte à l'école ordinaire comme un enfant ordinaire, on se comporte à l'hôpital psychiatrique comme un patient qui a le diabète, parce que c'est ça le grand truc maintenant, on dit voilà, les pathologies psychiatriques, c'est des pathologies chroniques, c'est des pathologies cérébrales, ah bon, vous sortez ça, bon. Et donc, les psychiatrisés, il faut qu'ils se considèrent comme des diabétiques, donc ils prennent bien leur traitement comme les diabétiques. Alors, les diabétiques dans la salle me diront, mais des fois on en a ras-le-bol de prendre le traitement aussi. C'est-à-dire que là aussi, on nie la dimension existentielle de toute pathologie, quoi. Donc, on demande aux gens d'être normalisés comme ça. Alors, il faut justement, à mon avis, partir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ces pratiques différentes, de ces mondes qui s'ouvrent aux uns aux autres quand on tombe malade ou quand on prend soin de personnes malades. Parce qu'en fait, on découvre des mondes. Ce que vous avez dit, et je crois que ça, c'est Toscaïès, qui était donc un psychiatre qui était du POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, là, de l'autre côté de la frontière, l'espagnol, et qui a fondé la psychothérapie institutionnelle. Il a eu ce mot qui est moi je fais de la décognaterie. Je dis ça comme ça avec son accent aussi. La décognaterie, c'est quoi? C'est ce que vous avez dit à la fin sur la question de l'humour et de la création. Moi, ce qui a fait que j'ai voulu devenir psychiatre, c'est parce que d'abord j'ai rencontré des gens, je ne savais pas s'ils étaient fous, pas fous, quoi. Enfin, j'ai rencontré des gens avec leur sensibilité et ça m'a complètement bouleversé, ému, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Parce que cette émotion que j'ai eue avec ces personnes-là, je l'avais pas rencontré vraiment ailleurs, pensais-je. Bon, après, il y a toutes les petites ruminations inconscientes, etc., je vous en passe les meilleurs. Bon, mais je crois que ce côté sensible-là, c'est celui sur lequel on ne doit pas céder, et sur cette question d'humour, c'est-à-dire que souvent dans nos rassemblements, il y a un truc, on se dit « Ah, c'est foutu ». Mais on est là, en fait. Hein. On est là, même si les autres ne le veulent pas, on est là. Et je crois, rien que d'être vivant, d'être existant, d'être debout, ou d'être assis, ou d'être en fauteuil, ou d'être comme vous voulez, ça change déjà quelque chose. Et je pense que nos dispositifs de soins, à qui profite le crime? Mais les criminels, on ne les laisse pas faire. Enfin, j'ai été avec mes gosses là, hier, sur le plateau et puis au musée de la Résistance. Enfin, ces traces-là, les mecs, ils sont morts. D'accord, on peut dire qu'il y a eu des défaites, il y a eu des morts, il y a eu de la victoire aussi après. Bon, faut voir. Mais ça reste. Et c'est en nous, ça. Donc, bon, je crois que pour l'hôpital, là, en ce moment, l'événement indésirable, parce que c'est comme ça qu'on parle dans les hôpitaux, il y a des événements indésirables, vous l'avez dit aussi, les signalements, etc. L'événement indésirable majeur de ces dernières années, c'est que l'hôpital public est devenu indésirable. Quand je dis l'hôpital public, je pourrais dire le service public de santé pour ne pas se focaliser sur l'hôpital. Il est devenu indésirable, mais ça ne veut pas dire que du désir, il n'y en a plus. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont déserté, il n'y en a plus, c'est pas qu'une histoire de fric, c'est une histoire de sens. Si on part de l'hosto, c'est parce qu'il y a une perte de sens de nos pratiques. Et qui reste? En psychiatrie, je vais vous dire qui reste. Il y a ceux qui sont dans le sacrifice, et parce qu'en fait, on est tous un peu dans le sacrifice, on travaille à l'hôpital public, bon, mais on ne peut pas tenir sur des positions sacrificielles, parce que le sacrifice, à la fin, on termine sur une croix avec des clous et compagnie, on doit se faire surpucher, donc bon, ça craint. Et il y a aussi les sadiques, les maltraitants, ceux qui parlent mal, ceux qui se nourrissent de l'objectivisme médical pour avoir du pouvoir sur les usagers, sur leur famille, celles et ceux qui sont des soignants, qui sont dans les directions, qui en ont rien à foutre de l'expérience sensible des gens. Ça, il faut aussi penser nos conflictualités internes. C'est-à-dire que les soignants, c'est pas non plus des gens auréolés comme ça. Il y a aussi des sadiques, il y a aussi des maltraitants. Là aussi, il faut que
le mouvement social, politique, sensible qui émergera, j'en suis sûr, puisse contester l'intérieur de ce qui se passe dans les hôpitaux et les services de soins, les services publics, etc. Bon, voilà, je vais arrêter là pour le moment et puis on va peut-être discuter. Ce sont des métiers oubliés, des métiers de petits bas-côtés. Traverse au moins une fois la rue pour te rendre compte de ta cassure. Des travailleurs qui ne font pas fortune, mais qui pourtant décrochent la lune pour s'occuper des minorités, pour leur donner un champ de blé. Et toi, système politique, qu'est-ce que tu fais pour arranger? Quel est ton rôle dans la partie? Quelles sont tes valeurs de vie? Et toi, l'élite profonde, regarde un peu les gueules d'en bas. Ne vois-tu pas la mer qui monte? Ne vois-tu pas la France qui aboie? Et toi, système politique, le social ne rapporte pas. Elle coûte trop cher pour ton arbitre. Dans quelques années, tu regretteras. Ce sont des métiers oubliés, des métiers de petits bas-côtés. Traverse au moins une fois la rue pour te rendre compte de ta cassure. Des travailleurs qui ne font pas fortune, mais qui pourtant décrochent la lune pour s'occuper des minorités, pour leur donner un champ de blé.